Quand vous allez voir un banquier pour lui emprunter de l'argent, il ne l'a pas. La banque vous dit, vous voulez 100 000 euros? Il n'y a pas de problème, je vous les dois. Elle écrit 100 000 euros à droite de son bilan, elle dit, je dois 100 000 euros à monsieur machin, et en même temps, monsieur machin me doit 100 000 euros. C'est équilibré ce truc-là. Or, ce qu'il y a à droite du bilan d'une banque, c'est la monnaie. Les citoyens devraient savoir ça. La monnaie d'aujourd'hui, 90% de la monnaie, c'est ce chiffre que les banques écrivent au moment où vous leur empruntez. Le reste, les 10% qui restent, c'est-à-dire rien, c'est les billets et les pièces. Pratiquement toute la monnaie du monde, c'est du crédit. C'est le moment où vous venez emprunter de l'argent, la banque dit « Ok, je vous les dois, et vous me les devez ». Et ensuite, quand vous remboursez, vous remboursez, vous remboursez, vous remboursez, vous remboursez. Quand vous avez fini de rembourser, la monnaie est détruite. La monnaie apparaît quand vous empruntez, la monnaie disparaît quand vous remboursez. Avant 1973, l'État pouvait emprunter auprès de sa banque centrale, disant j'ai besoin de 100 milliards, la banque lui crée 100 milliards, les 100 milliards viennent sur les caisses, je dépense mes 100 milliards, je construis mon hôpital, et je le rembourse sur 20 ans, je rembourse 100 milliards. Pompidou, Giscard, on dit, en 1973, à partir de maintenant, quand l'État a besoin d'argent, il ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale, il emprunte auprès des marchés financiers. Les marchés financiers, c'est ceux qui ont de l'argent, hein. Mais, souvent des banques. Beaucoup. Et l'intérêt sur 20 ans, c'est pratiquement la même somme. À partir de 1973, quand vous empruntez 100 milliards pour construire un hôpital, ça va plus vous coûter 100, ça va vous coûter 200. Alors que ça ne demande pas un travail qui justifie tant d'argent. Ça ne demande pas tant de travail de surveiller que je rembourse comme il faut pendant 20 ans. Et cet intérêt, alors il a grandi depuis 1973. Et si vous regardez les déficits, alors, les déficits de chaque année, ils sont égaux au service de la dette. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la dette, on serait resté à peu près, grosso modo, on serait resté à peu près à l'équilibre. Et aujourd'hui, avec ce monstre de dette qu'on a, mais qui ne tombe pas du ciel, qui est le résultat de décisions par nos parlementaires, chaque année, de voter des budgets en déséquilibre. Depuis 80, donc depuis les socialos, la dette augmente, mais pas les dépenses publiques. Mais alors comment ça se fait qu'on fasse des budgets en déséquilibre si les dépenses n'augmentent pas? Ben, c'est les recettes qui baissent. Ah ouais, les recettes qui baissent. Les recettes, c'est les impôts. Ah, tous les impôts ont baissé? Ah non, pas tous. Non, pas tous les impôts. Les impôts des riches, des très riches. Eux, ils baissent. On appelle ça d'un mot gentil qui est niche fiscale. Leur règle d'or, là, ça va servir de prétexte pour diminuer les dépenses des pauvres. Après avoir baissé les impôts des riches, on va diminuer les dépenses des pauvres. Là, on est vraiment à la merci des élus des riches. Mais tous, hein, le PS comme l'UMP. Et je parle de fait, là. Hein, qui nous a endettés au dernier degré? C'est les socialistes, hein, autant que l'UMP. C'est pareil. Hein, ils sont ni socialistes, ni populaires. L'UMP, c'est populaire, soi-disant. Tout ce que vous payez en impôt sur le revenu, 100% de ce que vous payez, ne sert pas à faire marcher les hôpitaux, les écoles, les services publics. Pas du tout. Ça part tout dans le service de la dette, c'est-à-dire que ça part dans les poches des riches qui ont prêté à l'État, parce que l'État a renoncé à créer lui-même la monnaie dont il a besoin. Donc, la loi 73, devenue article 104 du traité de Maastricht, devenue article 123 du traité de Lisbonne, c'est une saloperie qui nous met dans les griffes des marchés financiers. Ils ont retiré cette création d'État en disant « Ouais, l'État n'est pas capable, il est impécunieux, il va trop dépenser, il va en créer trop, il va y avoir de l'inflation. » Et quand vous voyez ce que font les acteurs privés, c'est-à-dire que vous avez la Réserve fédérale américaine, par exemple, qui en ce moment crée $1,5 milliard de dollars par jour. Les institutions européennes nous mettent sous la dictature des marchés financiers en renonçant à la création monétaire et en nous imposant de payer un intérêt non nécessaire et ruineux sur toutes les dépenses publiques qui nécessitent un crédit. Ces affreux ont fixé la barre à 9 pour la France, 9-10% de chômage pour qu'on ne réclame pas des hauts salaires. Au Japon, ils sont plus dociles, il n'y a pas besoin de leur mettre le NERU, ça s'appelle NAIRU. C'est un taux de chômage minimum pour que les gens ne nous embêtent pas à demander des trop gros salaires. Au Japon, ils sont tellement disciplinés que 1% suffit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau de cynisme de ceux qui nous gouvernent et de nos économistes, entre guillemets. Le NERU,
C'est officiel, je ne vous parle pas, ce n'est pas des théories complotistes, c'est une doctrine. Il y a un niveau de chômage qui est calculé pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Ces gens-là ne cherchent pas à réduire le chômage, ils cherchent à réduire l'inflation. Ah ouais. D'ailleurs, ils l'institutionnalisent. Ils l'écrivent dans la Constitution. Ils écrivent la Banque centrale sera indépendante, donc vous pouvez voter ce que vous voulez. Ça ne changera plus rien à cette politique. Et sa mission, c'est uniquement de lutter contre l'inflation, ce qui va se payer en chômage. On sait que, empiriquement, quand vous luttez contre l'inflation, vous le payez en chômage. Quand vous luttez contre le chômage, vous le payez en inflation. Les institutions européennes nous condamnent durablement, sciemment, volontairement, à un chômage de masse. Mais rien que ce point-là, ça suffit à dire, mais on se barre, on s'en va. Je suis allé voir Henri Guénaud, qui est le conseiller spécial de l'Élysée. Donc je lui ai montré la courbe du chômage, la gravité de la crise, voilà ce qui se prépare aux États-Unis, voilà ce qui se prépare en Chine. Bon. Et donc Guénaud me dit, je partage votre inquiétude. Je lui dis, mais alors pourquoi vous faites rien quand même? On est au premier étage, le bureau d'à côté c'est le président, on est au premier étage de l'Élysée, on est au cœur du pouvoir. Mais qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi vous faites rien dans les domaines où les leviers sont encore au niveau national? Et là il m'a lâché le morceau en disant qu'en fait le vrai conseiller du président, celui que Sarkozy écoute vraiment, c'est Michel Pabro, le patron de BNP Paribas. Il y a une certaine consanguinité entre la Goldman Sachs et le gouvernement d'Obama, puisque c'est eux qui financent qui ont financé sa campagne. Le gouvernement représentatif permet aux riches d'acheter le pouvoir, en achetant la campagne électorale et en faisant des élus leurs débiteurs. Et puis en France, je ne vous fais pas un dessin, la façon dont s'est passé le plan de sauvetage des banques a été fait en très étroite connivence avec la direction notamment de la BNP et de la Société Générale. Quand vous légiférez, vous êtes approché par des groupes de pression qui vont vous dire « non, on aimerait qu'il y ait l'article temps, etc. » Il y a des cas où des députés se font payer pour lancer un amendement. Ça arrive. Moi j'ai vu ça au Parlement européen. Toutes les semaines, vous avez les lobbies bancaires qui viennent voir les politiques, et moi j'en suis témoin au Parlement parce qu'ils viennent harceler toutes les semaines. Et donc vous avez un système, je dirais, un peu opaque, oligarchique, qui prend des décisions, qui propose des décisions au gouvernement. Le gouvernement collectivement dit oui ou non, et après on donne l'ordre aux députés de voter le texte. Ça, c'est là la grande surprise quand quelqu'un est élu député d'une majorité, c'est qu'il reçoit des ordres du gouvernement, et il n'est pas question de changer une virgule au texte que le gouvernement veut faire passer. Donc évidemment, avec un système pareil, il y a beaucoup de contrôle de personnes, mais c'est réellement comme ça que ça fonctionne. Donc dans cette situation-là, on voit bien que c'est pas le peuple en tout cas qui légifère, ça c'est certain, c'est une oligarchie en réalité, des groupes organisés qui se mettent d'accord entre eux, qui discutent entre eux, et tout cela sous les ordres de l'exécutif. Donc il n'y a plus de séparation des pouvoirs non plus, par rapport à la théorie. En théorie, il y a un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif, en fait le pouvoir exécutif commande totalement le pouvoir législatif. C'est exactement ce que Montesquieu redoutait quand il disait, Montesquieu disait, toi tu fais les lois, tu es le Parlement, tu es le législatif, tu fais les lois, tu les appliques pas. Donc tout seul, tu peux pas nous faire de mal, parce que à toi tout seul, tu peux pas devenir un tyran. Tu ne peux qu'écrire les lois. Toi, tu exécutes les lois. Tu es l'exécutif. Mais tu peux pas écrire les lois. Sinon, tu deviendrais un tyran. Non. Tu es exécutif. Et toi, tu es juge. Tu interprètes et tu appliques les lois. Mais tu peux pas les écrire. Sinon, tu deviendrais dangereux, tyrannique. C'est ça la séparation des pouvoirs. Le régime dans lequel nous élisons des représentants qui décident tout à notre place pendant 5 ans, sans que nous puissions ni les révoquer, ni dire que la loi qui vient de passer est une épouvantable saloperie, ni dire que la loi qu'ils sont en train dont ils sont en train de nous priver, c'est une loi que nous voudrions, qui n'ont aucun compte à nous rendre, Ce régime-là, qui n'est absolument pas une démocratie, qui est notre régime actuel, il n'était pas voulu comme une démocratie, même pas en faisant semblant.